Dans cet épisode, on lève le voile sur une cellule qui joue un rôle clé dans l'accompagnement des équipes éducatives face aux nombreux changements introduits par le pacte d'excellence. Nous vous parlons de la cellule du soutien et d'accompagnement du CEGEC. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la cellule de soutien et d'accompagnement, mais est-ce que vous savez vraiment ce que font ces conseillers au quotidien ? Comment cette cellule aide-t-elle les équipes éducatives du secondaire à préparer la transition et la mise en œuvre des réformes ? Rendez-vous dans la suite de l'épisode pour tout savoir sur la cellule de soutien et d'accompagnement du CEGEC. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 de l'heure de fourche. Aujourd'hui, nous allons démystifier le rôle de la cellule de soutien et d'accompagnement et mieux comprendre le service qu'elle offre aux écoles secondaires. Et pour cela, nous avons réuni 3 invités qui viennent vous parler de cette cellule. Et oui, parce que la CSA est parfois perçue comme une instance de contrôle, voire d'inspection, mais en réalité, elle joue un tout autre rôle. Ce sont des conseillers qui sont là pour aider les directions et les équipes éducatives à traverser les réformes, à s'adapter, mais surtout à rester autonomes. Nous allons, avec nos 3 invités, vous montrer ce que la CSA est avant tout. C'est avant tout donc un partenaire de confiance et d'accompagnement au service des équipes éducatives dans les écoles. Ici, on va parler, nos invités sont de la CSA secondaire, mais on va préciser, Victoria, qu'il y a une CSA pour l'enseignement fondamental également. Et pour parler avec nous de ce sujet, on a la chance d'accueillir donc nos 3 invités, donc Pierre Sieur, qui est coordinateur de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement secondaire, Virginie Don, qui est conseillère au soutien et à l'accompagnement aux pratiques pédagogiques en français, et Céline Demoustier, qui est responsable du secteur sciences humaines. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci. Merci. Et donc, on va commencer avec une première question pour vraiment comprendre de quoi on parle. Finalement, c'est quoi la cellule de soutien et d'accompagnement ? Alors, c'est une équipe, une cellule, c'est un ensemble. Nous sommes 105 conseillers, alors qui sont venus des professeurs, des directeurs, des chefs d'atelier. Nous sommes en mission pour nos collègues dans le cadre d'un détachement. Le principe, c'est de répondre aux demandes, aux demandes, par exemple, d'une équipe qui voudrait retravailler sa manière d'évaluer, sa manière d'organiser le cours. Donc ça sont les équipes enseignantes. Elles adressent une demande et on va aller travailler chez elles, dans les écoles, vraiment au départ de leur questionnement, de ce qu'elles amènent, de leurs matériaux, de leurs cours. Et donc, effectivement, comme Arnaud l'a dit, on s'inscrit là vraiment dans une relation de confiance. Nous ne sommes ni juges, ni inspecteurs, ni donneurs de leçons. On vient travailler à côté des gens. Accompagner, ça veut dire être à côté des personnes. Bien sûr, on va proposer des ressources là où elles nous en demandent, mais il faut que ça réponde vraiment à un besoin, à une demande, soit parce qu'il y a une difficulté, soit simplement, positivement, parce qu'il y a un projet dans l'équipe et on vient donner un coup de main, tout simplement. Okay. Et qui exactement peut bénéficier de cet accompagnement ? C'est les enseignants, la direction Tout le monde, en fait. Et ce qui est intéressant, ça peut être un enseignant, une équipe d'enseignants, ça peut être transversal, ça peut être plusieurs disciplines. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on va tenir compte de la demande, la réalité de l'école, et ensemble analyser et voir en quoi nous, on peut aider. Et si on est à plusieurs ou seul, les directions, les enseignants. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé, qui est sur mesure par rapport à la demande, c'est ça ? Oui, c'est vraiment la spécificité de la démarche d'accompagnement, c'est de partir du besoin de la personne, de respecter évidemment ce qu'elle vit, son expertise professionnelle. Il n'y a personne qui va la remettre en question. C'est plutôt positif dans la vie de se dire, tiens, je ferais bien un bout de chemin avec quelqu'un parce qu'on se pose une question et un regard extérieur, une prise de recul, un petit arrêt sur image, ça fait du bien. Donc en général, les accompagnements sont perçus comme des temps d'arrêt très positifs. Pour autant, évidemment, que ce soit une demande de la personne. Alors, juste pour faire une demande, c'est très, très simple, parce que parfois, ça, on a dit démystifier, comment faire. C'est la direction de l'école qui introduit la demande en ligne. Ça va très, très vite, c'est très rapide. On réagit aussi rapidement, puisque s'il y a des collègues en difficulté ou en questionnement, on est là pour les aider. Voilà, il faut y aller. Du coup, je suppose qu'il y a différents types d'accompagnement, donc différents types de conseillers.
La CSA, en fait, c'est 4 sphères. C'est le pilotage, le PK, les technopédagogues et les pratiques pédagogiques. Et on est tous liés d'une façon ou d'une autre. Et donc, en fonction de la demande, eh bien, ça va être un ou l'autre collègue qui va venir pour travailler avec les équipes en n'étant ni juge, ni inspecteur, ni donneur de leçons. On est là vraiment pour aider en toute humilité. Et nous aussi, d'ailleurs, on apprend beaucoup à rencontrer des personnes différentes dans des écoles différentes avec des réalités différentes. Ok. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une journée type d'accompagnement dans une école en tant que CSA français? Eh bien, c'est intéressant la question parce qu'une journée type, en fait, ça peut être même un moment type. C'est-à-dire que ça peut être une matinée, une après-midi, une journée complète ou 2 heures. On va fixer, en fait, comme Pierre disait, quand on fait l'analyse, on va déterminer la fréquence et aussi le nombre de fois et d'heures qu'il faut pour qu'on se voit, mais aussi que l'enseignant travaille dans sa classe et avance de son côté. Et alors, on vient avec les équipes, on les rencontre, et alors on a déjà l'analyse, donc on sait pourquoi on vient. On a vraiment un objectif de la séance, et ça va par exemple durer 3 heures sur la planification d'un programme. Encore avant-hier, j'étais dans une école et on a travaillé avec le D3 pour revoir le programme. Moi, c'est le français. Eh bien, on a vu ensemble le programme de français, comment on pouvait retravailler ça et le lire et être intéressé par la différenciation, par exemple. Un autre exemple, c'est le soutien aux pratiques numériques. Donc l'ordinateur est en classe, fatalement, et donc les collègues technopédagogues, c'est une partie de la CSA, vont aider les enseignants à trouver les meilleurs supports, les meilleurs canaux, les meilleurs moments aussi pour intégrer des pratiques numériques au sein de la séquence d'apprentissage. Et donc voilà, c'est un travail vraiment très concret qu'on va faire avec les enseignants, mais toujours au départ de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils ont imaginé comme cours. On ne va jamais faire à la place de l'autre. Comment la CSA, donc la cellule de soutien et d'accompagnement, contribue à lutter contre la pénurie d'enseignants? Qu'est-ce qu'elle propose aux nouveaux enseignants? Alors tout d'abord, pour nous, c'est clair que c'est un enjeu fondamental. Et donc, comme tu l'as dit, c'est une contribution. Ce qu'on peut faire, on le fait. Et donc, on s'appuie particulièrement sur les référents en école, puisque dans chaque école, il y a un référent pour accueillir au mieux les enseignants débutants. Et avec eux, on va pouvoir travailler vraiment à l'insertion de l'enseignant. Oui, et donc ce qui est sympa, c'est qu'on vient de terminer 4 journées dans les 4 diocèses où on a réuni les référents de chaque école et les nouveaux enseignants. Et ça a été vraiment un moment de partage, de convivialité, avec différents rythmes où notre équipe a essayé de travailler avec eux, de leur montrer qu'on avait des ressources, qu'on est là pour les aider. Ça, ce sont 4 journées qui sont organisées, mais tout au long de l'année, si un enseignant veut être soutenu dans sa discipline, en l'occurrence ici un nouvel enseignant, ou dans une thématique, qu'elle soit transversale, comme par exemple la gestion de classe, la motivation des élèves, l'autonomie des élèves, la gestion administrative de base, la gestion du temps, de l'hétérogénéité des classes ou l'évaluation au service de l'apprentissage, eh bien nous sommes là et on réunit soit tous les nouveaux enseignants d'une école ou un enseignant qui a envie, c'est toujours, comme Pierre le dit, une demande. L'enseignant a envie et donc on est là pour l'aider. Au sujet des actions de la cellule de soutien et d'accompagnement, on va interroger Céline Demoustier, qui est responsable du secteur sciences humaines. Elle a mis en place une série d'ateliers pour aider les profs de l'actuel cours d'EDM à s'approprier les orientations nouvelles du cours de sciences humaines dans le tronc commun. Bonjour Céline, comment tu vas? Ça va bien, merci. Donc au sujet du coup des ateliers, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait, l'année dernière, on s'est rendu compte que les enseignants d'EDM commençaient de plus en plus à être stressés, à être en questionnement par rapport à la disparition du cours d'EDM, mais surtout à l'arrivée de ce nouveau cours de sciences humaines, parce que il y avait plein de messages qui disaient, de rumeurs sur les réseaux sociaux qui tournaient et qui leur donnaient de mauvaises informations, donc ils les stressaient. Et donc on a décidé avec l'équipe d'organiser assez rapidement donc des ateliers inter-écoles à destination des enseignants de première et deuxième du cours d'EDM. Et en fait, on a organisé en tout 7 ateliers qui étaient tous complets. Et ça, on a pu les organiser. Je remercie beaucoup les directions parce que c'était avec l'appui donc de certaines directions qui ont accueilli ces ateliers dans leur école. Et donc, le contenu de ces ateliers
il n'était pas question à ce moment-là, puisque le programme n'était pas encore écrit, de présenter le programme, mais vraiment de les rassurer, de prendre leurs questions, de montrer des pistes de travail possibles, de montrer des points d'appui par rapport au tronc commun, des choses qu'ils pouvaient déjà tester dans leur cours dans le DM sans dévier de ce qu'est le cours de DM, mais quelque part en se préparant à l'arrivée de ce nouveau cours de sciences humaines. Donc voilà, on a pu faire ça là jusqu'à la mi-septembre. On a rencontré les enseignants. Et comment ces ateliers ont été accueillis, justement ? Alors, très très bien. On s'est rendu compte en fait que stressé avec un tas de questions et comme je l'ai dit avant, avec beaucoup de rumeurs. On a pu remettre un peu, j'ai envie de dire, les points sur les i dans ce qui était vrai, ce qui restait encore des zones d'ombre, etc. Et à la fin, tous nous ont dit être véritablement rassurés. Et oui, qu'ils attendaient inévitablement aussi l'arrivée du programme et que là, ils se sentaient soutenus et rassurés en attendant l'arrivée des programmes et l'arrivée du tronc commun. Peut-être ce que je peux ajouter aussi, c'est que nous, on a eu, grâce à ces ateliers-là aussi, de la matière pour préparer les programmes, préparer les ateliers tronc commun, et on a eu des surprises positives dans le sens où on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants, plus que ce qu'on imaginait, étaient contents de ce changement, du renouvellement de ce cours, et donc voilà, ça nous encourage pour la suite. Eh bien, merci Céline. Maintenant, on va revenir en studio avec Pierre, Victoria et Virginie. Là, on vient de parler d'une action qui avait été déjà menée. Est-ce que vous pouvez dévoiler un petit peu les prochaines actions que la CSA prévoit ? Alors, l'actualité pour la CSA, c'est évidemment de donner un coup de main dans les écoles pour mettre en œuvre les différentes réformes qui s'enchaînent, c'est vrai, à un rythme soutenu, peut-être trop soutenu parfois, dans le pacte pour l'enseignement d'excellence. Et donc la prochaine réforme d'ampleur qu'on va soutenir, c'est l'arrivée du tronc commun. Donc le tronc commun, c'est quoi ? C'est ce parcours de la première maternelle à la troisième secondaire, parcours de 12 ans, dans lequel l'ensemble des contenus ont été revus, réorganisés de manière assez précise, très, très, très structurée. Et donc aujourd'hui, les enfants qui suivent le tronc commun sont en 5e primaire. Donc en août 2026, ils arrivent, ces enfants, en première secondaire. Et l'objectif de la direction de l'enseignement secondaire, c'est évidemment de préparer avec les directions et avec les équipes éducatives cette réforme. Alors, préparer une réforme, ça veut dire d'abord permettre aux gens de la comprendre pour y trouver progressivement du sens. C'est une réforme relativement complexe. Elle a des zones d'intérêt réel, mais aussi des impacts importants. Il y a des professeurs qui vont perdre beaucoup de leurs attributions actuelles. Donc, il faut quand même bien mesurer cet impact-là. Donc, accompagner, c'est aussi accompagner dans ce climat-là, dans ce contexte où il reste des incertitudes. Mais néanmoins, les enfants sont en 5e primaire. On a la responsabilité de faire en sorte que quand ils arriveront en première secondaire dans le tronc commun, ce soit prêt. Oui, c'est ça, parce que c'est à partir de 2026 que le tronc commun arrive dans le secondaire, hein, c'est ça. En août 2026, les élèves qui sortiront de 6e primaire arrivent en première secondaire. C'est leur entrée dans le tronc commun. Et donc, il s'agit effectivement d'être prêt à prendre le relais des enseignants du fondamental. Et donc, nous menons pour le moment différentes actions de préparation. C'est de l'information, évidemment, aux directions d'école, l'outillage des directions d'école pour comprendre les différents rouages de ce nouveau tronc commun. Mais nous voulons absolument que cette préparation se passe dans un mode participatif avec les équipes. Donc nous allons bientôt, on en reparlera certainement, travailler sur une dynamique d'ateliers de préparation d'une journée. Et ce sont des ateliers pour le moment qui vont concerner à peu près 6 000 enseignants.
Différentes journées vont être organisées entre janvier et mai avec différentes écoles regroupées. Et l'idée est vraiment qu'on ne soit pas là comme des présentateurs de programmes, mais plutôt des accompagnateurs, un lieu de travail, de construction collective. Et notre service va offrir une première journée pour donner un coup de main. Entre autres, l'idée de travailler les principes fondamentaux du tronc commun, qui sont par exemple l'approche évolutive de l'élève, la participation de tous à l'éducation choix, mais aussi donner les accents nouveaux dans chaque discipline et les ressorts pédagogiques majeurs du programme. Et comme le dit Pierre, on veut être dans des ateliers du concret. Et donc, il y a vraiment, par exemple, la construction concrète d'une séquence de cours pour que les enseignants voient ce qui va se passer demain dans leur classe. Voilà, et donc ces ateliers, c'est vraiment quelque chose pour nous de fondamental. C'est une journée effectivement de travail. On voudrait qu'au terme de cette journée, les enseignants d'abord se sentent écoutés et respectés dans leur métier actuel et dans leur métier futur. Il faut que tout le monde garde du sens dans ce métier. On dit que c'est le plus beau métier du monde. Oui, mais quand il chavire un peu de réforme en réforme, c'est vraiment important de se rappeler le sens de pourquoi on est là. On voudrait aussi que les enseignants repartent de ces journées en se disant on va y arriver. On va arriver à faire ce tronc commun progressivement dans notre école et le tronc commun sera ce que notre école en fera. On garde une liberté, c'est important. Il y a une appropriation, c'est important, c'est la notion d'appropriation de la réforme pour coller à sa réalité aussi de terrain et d'école. De projet d'école, de type de public et puis aussi d'état d'esprit des enseignants, de leur talent. Donc on voudrait qu'ils se sentent écoutés, reconnus, mais aussi outillés, compétents. Et enfin, que progressivement, ils puissent avoir découvert dans les programmes une autre source vraiment de satisfaction, se dire, oui, il était quand même temps de dépoussiérer les contenus de l'enseignement et il était temps d'introduire telle notion numérique ou telle notion de citoyenneté, par exemple. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc que chacun puisse y trouver, même si on n'aime pas tout ou si on n'aime presque rien, peut-être au départ, quelques zones d'intérêt. On veut vraiment que ce soit un temps d'arrêt pour favoriser les échanges, la collaboration, avoir un cadre sécurisant et aussi que les enseignants se rendent compte on n'est pas en train de faire table rase de ce qui se passe avant. Ils sont des bons enseignants, tout se passe bien dans les classes. On a un contenu qui va parfois être un petit peu modifié, des ajustements. On y croit, ce tronc commun, et on est là pour les aider à entrer ensemble dans ce tronc commun petit à petit. Donc d'abord les profs de S1, et puis de S2, et puis de S3. Oui, c'est ça. Et c'est pas dans une démarche, on vient vous apporter la vérité et la bonne parole et il faut la prendre comme ça. Il y a vraiment et ça je pense que c'est important de vraiment le souligner, cette construction que vous allez faire avec eux en étant attentif à leur réalité, en étant attentif à leur métier actuel pour les préparer à leur métier de demain qui va un petit peu évoluer. Tout à fait, Arnaud, c'est vraiment ce que tu dis, ça reste leur métier et donc l'accompagnement, c'est venir travailler avec les personnes sur leur terrain et effectivement parvenir à aider les personnes à trouver du sens à cette réforme dans un contexte social qui est tendu. C'est quand même pas simple pour des enseignants de se motiver à préparer une réforme qui impacte parfois lourdement certains collègues. Il y a une dimension sociale qui doit être vraiment respectée. Oui, c'est ça. Il y a pas et on n'occulte pas l'ampleur du changement et l'ampleur de ce qui est sur la table. Oui, et par définition, le changement fait peur. Quoi qu'il en soit, le changement fait peur, mais on est là pour leur montrer qu'il ne faut pas avoir si peur que ça, et on est là pour les accompagner et pendant ces ateliers et après également. Donc il y a ces ateliers donc de janvier à mai 2025. Et est-ce que vous avez des ressources, des outils à partager, que les gens peuvent écouter pour avoir plus d'infos, pour se préparer un peu au changement Alors effectivement, la CSA, c'est aussi un lieu où on produit avec les enseignants toute une série de ressources. On les met à disposition, on va en parler avec Virginie, sur les sites. On les diffuse aussi à travers les accompagnements. Fréquemment, on fabrique des choses qui appartiennent aux personnes. Mais n'empêche que l'ensemble des enseignants de notre réseau peut avoir accès à toute une série notamment de sites sur le net. Oui, c'est ça. Et on mettra, je vous interromps, on mettra évidemment tous les liens, etc., dont on parle ici, dont on va parler, dans le descriptif de l'épisode. Donc, il n'y aura plus qu'à cliquer Parfait. dessus.
Oui, il y a le site web de la CSA, évidemment, enseignementcatholique.be. Et là, par discipline, notamment pour les demandes, c'est par là qu'on peut passer également, mais il y a aussi chaque discipline à créer du contenu. Alors moi, je peux parler de français. En français, il y a les programmes, évidemment. Il y a aussi des outils liés à la différenciation, à l'évaluation au service de l'apprentissage. On donne des idées concrètes et surtout, il y a une newsletter. Chaque discipline crée une newsletter. On peut s'y abonner aussi via ce lien et on essaye vraiment de pouvoir parler aux profs, d'avoir des exemples de ce qui se passe en école et des réformes et de nous pouvoir les retraduire d'une autre façon et de montrer qu'est-ce qui va se passer en classe demain. On peut ajouter que les ateliers seront suivis d'une dynamique de webinaire, de questions en ligne aussi. Donc, on ne va pas simplement aller rencontrer les personnes une fois, on va créer des relations, comme toujours, et donc nous allons proposer vraiment du suivi aux équipes. Alors, soit par nous-mêmes, soit simplement encourager les équipes qui viendront, par exemple, plusieurs équipes de la ville de Liège qui vont travailler ensemble dans la même journée. On pense qu'il y a un vrai intérêt à faire réseau et à ce que ces équipes puissent continuer à travailler ensemble. Échanger par la suite, oui. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux actions de la CSA ou aux outils? Donc la CSA, elle soutient aussi toute la nouvelle dynamique des plans de pilotage. Alors ça fait maintenant 3-4 ans que les écoles se sont lancées dans ces plans de pilotage qui sont devenus des contrats d'objectifs. Ça a vraiment permis à de nombreux enseignants, éducateurs de participer à prendre des décisions sur quelques objectifs prioritaires dans chacune des écoles. Donc fatalement, c'est un processus nouveau. Fixer des objectifs, ça veut dire aussi à un moment donné pouvoir les évaluer, mesurer les effets de ces actions. Voilà, il y a quelques méthodes de travail qui facilitent cela. Et donc nous avons dans chaque diocèse une équipe qui a soutenu et qui continue à soutenir cette démarche qui est importante, qui est au cœur du pacte, qui était une manière de responsabiliser les écoles, de leur donner de l'autonomie. Donc on accompagne aussi cette dimension du plan de pilotage. Nous accompagnons aussi toute la dimension culturelle et artistique, ce qu'on appelle le PK, puisque le pacte, qui veut participer à la réduction des inégalités sociales et culturelles aussi entre les enfants, les adolescents, le pacte encourage vraiment la découverte culturelle. Et nous, dans notre réseau catholique, Mission d'école chrétienne, dit bien à quel point aller rencontrer l'autre, dans sa créativité, dans un autre type d'expression, ça fait vraiment partie du développement global d'une personne. J'ai vécu une très belle expérience concernant le PK, justement, dans une école dans le Hainaut. Une direction souhaitait créer un projet PK. Et donc, avec les conseillers pédagogiques des différentes disciplines et avec l'équipe PK, on les a fait réfléchir durant une journée pour que ça soit vraiment une motivation qui vienne de la collectivité. Et après cette journée, un projet est né et l'équipe PK continue à soutenir. Et nous, en discipline, on pouvait aussi soutenir la discipline par rapport à ce projet pour être encore plus précis et lié au programme, par exemple. Ça a donné vraiment une dynamique très intéressante et pour notre équipe, là, très égoïstement, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais aussi avec l'école. Justement, le PK, c'est le sujet du prochain épisode du podcast, donc ça tombe bien. Quelle belle transition. Et en plus, c'est vrai qu'il y a toutes les actions dont on a parlé aujourd'hui. On reviendra encore dans la suite de l'année scolaire, que ce soit via le podcast, via le magazine Entrée Libre ou autre. On reviendra évidemment sur les actions de la CSA dans les mois à venir, dans les semaines, dans les mois à venir. Eh bien, merci à tous pour ces discussions riches et éclairantes. Donc, ce qui ressort de cet échange, c'est que la cellule de soutien et d'accompagnement n'est pas là pour juger ou imposer, mais vraiment pour épauler, outiller, accompagner les équipes éducatives dans cette période de grands changements. Donc, que l'on soit directeur, enseignant, même éducateur, chacun peut trouver en la cellule de soutien et d'accompagnement un partenaire pour l'accompagner à travers ces changements. Et oui, je ne peux que me joindre à toi pour remercier nos invités. Merci à vous pour votre témoignage. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous suivre épisode après épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode. On vient d'en parler haut en couleur qui portera sur le PK, le parcours d'éducation culturelle et artistique. Pour ça, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, CEGEC Enseignement Catholique sur Facebook et LinkedIn, et l'heure de fourche sur Instagram pour rester au courant de tout ce qui fait l'actualité de l'enseignement catholique. À bientôt. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram.
partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.